Merci à tous pour votre présence sur ce webinaire. Alors, ce webinaire est organisé cette semaine, ce mois-ci plutôt, sur le sujet du mandat de protection future combiné avec le mandat de gestion future du chef d'entreprise. Donc, c'est un webinaire qui va être co-animé. Je vais, dans un premier temps, commencer l'animation et par la suite, je donnerai du coup la parole à Stéphane Robert, qui est expert comptable et qui est créateur et promoteur de la notion de mandat de gestion future. Voilà, donc moi, de mon côté, je suis Mélanie Parnot, je suis présidente de Droit Quotidien Legal Tech, je suis également avocate et je porte, on va dire, la mission de promotion du mandat de protection future du chef d'entreprise, mais aussi plus largement des seniors. Donc, merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire. Donc, juste pour rappel, Droit Quotidien Legal Tech fait partie d'un groupe qui est dirigé en Belgique par une association dont la mission est de promouvoir, d'améliorer l'accès aux droits des citoyens. Et nous, en France, on est là plus spécifiquement sur le sujet des mandats de protection future pour le promouvoir et le soutenir, le développer, aider à sa mise en œuvre le mieux possible, en s'attachant bien sûr à ce que ce soit le plus possible des mandats notariés. Donc, le plan de ce webinaire, tout d'abord, on va aborder la question des risques pour le chef d'entreprise à se retrouver en situation d'indisponibilité, que ce soit lié à l'incapacité ou au décès. Dans un second temps, on abordera cette question de la répartition des rôles entre protection d'un côté et gestion de l'autre. Ensuite, et c'est là que je donnerai la main à Stéphane Robert qui co-anime avec moi, on parlera de l'organisation de la continuité d'activité, d'exploitation. Et enfin, pour finir, on verra comment vous pouvez encore approfondir davantage ce sujet qui est assez important, ce sujet, et en même temps qui est assez innovant, hein. On n'en parle pas encore suffisamment de la manière d'anticiper pour les chefs d'entreprise. Alors, on va commencer par la question des risques pour le chef d'entreprise. Voilà, quels sont les risques? Et en fait, le risque pour les chefs d'entreprise, c'est vraiment la disparition de l'entreprise assez rapidement, que ce soit en cas de décès ou d'incapacité. Si jamais on se retrouve dans cette situation d'un décès ou d'une incapacité d'un chef d'entreprise, on n'est pas totalement démuni, mais on doit nécessairement engager 2 procédures, pas une, mais 2. Une procédure devant le président du tribunal de commerce qui va permettre de désigner un administrateur provisoire, dont la mission sera d'assurer la gestion courante de l'entreprise. Et parallèlement, on peut aussi demander au président du tribunal de commerce de désigner un administrateur ad hoc, cette fois-ci pour convoquer une assemblée générale, avec pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant. Et donc, c'est vrai que c'est quand même déjà une première procédure qui peut être assez rapide à mettre en œuvre. En revanche, en parallèle, si on est face à une incapacité, eh bien, on va devoir saisir le juge des tutelles. Et là, c'est vrai qu'on est sur des délais qui sont extrêmement longs. Alors, pourquoi on a besoin de saisir le juge des tutelles en cas d'incapacité? Bah, tout simplement parce que si votre administrateur provisoire, il peut gérer la boîte, bah, il ne peut pas la vendre, il ne peut pas voter en assemblée générale. Il a vraiment une mission qui est limitée à la gestion courante. Si on veut pouvoir voter en AG ou éventuellement vendre la boîte, on est obligé d'aller voir le juge des tutelles pour désigner un représentant. Et donc ça prend énormément de temps, sachant que non seulement on va devoir lui demander au juge des tutelles de désigner un représentant, mais en plus, on va devoir lui demander d'autoriser tous les actes de disposition. Ça veut dire la vente des parts sociales, l'autorisation pour voter ou l'autorisation de faire un prêt, toute modification statutaire nécessitera une autorisation du juge des tutelles. Et là, on est vraiment sur des délais qui sont extrêmement longs. Et c'est la raison pour laquelle ça vaut vraiment le coup d'anticiper le sujet, que ce soit. Alors, c'est vrai que pour l'incapacité, on va devoir saisir le juge des tutelles. Pour le décès, quand on a une succession, on va devoir saisir le tribunal judiciaire si on est désigné est nommé un administrateur pour voter en assemblée générale en parallèle du président du tribunal de commerce
pour éviter les situations de blocage liées à une indivision successorale. Donc, que ce soit en cas de décès ou d'incapacité, dans les deux cas, on a un problème de délai. C'est que toutes ces procédures, ça prend beaucoup trop de temps à l'échelle de la survie d'une entreprise. Et souvent, une entreprise, pour qu'elle continue à exister, il va falloir aller très vite pour faire les démarches de continuité d'activité dont vous parlera Stéphane Robert tout à l'heure. Donc, au niveau des rôles, du coup, si on décide de mettre en place un mandat de protection future et un mandat à effet posthume pour anticiper et faire en sorte que si jamais il devait y avoir un accident de la vie, le relais sera pris très rapidement, on va pouvoir faire ces actes devant le notaire. Donc, ces actes vont permettre de désigner un représentant pour voter en assemblée générale et éventuellement pour signer l'acte de vente des titres par social ou action. Donc ça, c'est côté mandat de protection future. Pour le mandat effet posthume, en réalité, pour tout ce qui est vente de la boîte, c'est les héritiers en fait qui le décident. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mandataire de protection future, sa mission, elle se limite à voter en assemblée générale et signer éventuellement un acte juridique. En fait, le mandataire de protection future et mandataire à effet posthume, il n'a absolument pas pouvoir en société, il n'a pas pouvoir de diriger la boîte. Qui est-ce qui va diriger la boîte? C'est un mandataire social de remplacement qu'on peut appeler mandataire de gestion future. Ce mandataire de gestion future, en fait, il est désigné dans le cadre des statuts et son mandat social est en attente, en fait, il ne s'activera qu'en cas d'accident, en cas de difficulté. Et donc, ce mandataire de gestion future, c'est lui qui, en cas de besoin, viendra gérer l'entreprise si jamais le chef d'entreprise est indisponible. Et donc ça, on peut le mettre en place de manière anticipée. Évidemment, on peut toujours remplacer le dirigeant une fois que l'accident est survenu, mais ça veut dire qu'on va perdre du temps. Et donc l'idée, c'est qu'on va aussi bien anticiper la désignation d'un mandataire de protection future à un effet posthume pour le vote, mais on va aussi désigner un mandataire de gestion future pour anticiper le remplacement du dirigeant et faire en sorte qu'il n'y ait pas de discontinuité, voilà, que l'activité se continue parfaitement normalement, enfin en tout cas le plus normalement possible en cas d'indisponibilité du chef d'entreprise. Et donc là, on a un enjeu d'articulation entre d'un côté les statuts et de l'autre côté le mandat. Donc ça, c'est des sujets, j'y reviendrai à la fin du webinaire, on aborde de manière plus détaillée lors de nos formations. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas extrêmement complexe. Il faut se veiller à faire en sorte qu'il y ait une bonne compatibilité entre les deux corps de texte, et notamment en adaptant les statuts de la société. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout de voir comment on va assurer cette continuité si jamais survient cet incident. Donc, en fait, le mandat de protection future, lui, se met en route, mais ce n'est pas le mandataire de gestion future ou le mandataire à effet posthume qui va gérer, c'est le mandataire de gestion future. Et souvent, la question qui se pose, c'est qu'on ne sait pas très bien qui désigner pour être cette personne qui va gérer à la place du dirigeant. Parce que c'est vrai que on peut imaginer des personnes qui travaillent en couple et qui du coup vont pouvoir désigner leur conjoint pour être gérant à leur place ou président à leur place s'il y a un problème. Mais hors ce cas-là, c'est pas forcément évident de désigner un membre de sa famille pour dire tu vas gérer à ma place. Par ailleurs, on a certaines entreprises, on a déjà vu, qui identifient bien quel salarié peut être désigné mandataire de gestion future, mais dans beaucoup de cas, le retour que l'on a aussi bien de notaires, avocats, experts comptables, c'est grosso modo, on voit bien qui désigner mandataire de protection future parce qu'on va désigner un membre de la famille qui va voter en AG, qui va pouvoir signer l'acte de vente si nécessaire, mais on voit plus difficilement qui désigner pour être administrateur provisoire de la boîte. Et c'est là que la notion de mandataire de gestion future professionnelle prend tout son sens parce que ça va permettre de régler cette difficulté. Et notamment, du coup, Stéphane Robert, à qui je donne la parole et à qui je remercie de mettre sa caméra pour prendre la suite de l'exposé, va vous expliquer comment lui, il a imaginé ce mandat de gestion future en tant que professionnel.
en tant qu'expert comptable. Voilà. Je te laisse la parole, Stéphane. Merci Mélanie, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend? Est-ce que c'est OK, Mélanie? Oui, C'est bon? oui, c'est OK, OK. on t'entend très bien. Oui. Et vous me voyez certainement aussi. Donc bonjour, je vous remercie de votre présence. Effectivement, avec Mélanie, on a imaginé une intervention commune puisque moi, je travaille sur la partie plus opérationnelle de la mise en place du mandat de gestion future. En tant qu'expert comptable, en fait, je me suis aperçu qu'on était souvent désemparé lorsque le dirigeant décède ou qu'il se trouve en incapacité, que la famille vient vers nous, évidemment, pour nous demander de l'aide pour continuer à gérer l'entreprise. Or, nous, en tant qu'experts comptables, à part réaliser des opérations comptables et fiscales, on n'a pas plus la main que la famille pour agir. Donc, partant de ce principe-là, je me suis dit, en tant qu'expert comptable, finalement, on avait déjà pas mal d'informations pour gérer l'entreprise. Et finalement, en tant que dirigeant d'entreprise, parfois nous-mêmes, on avait la possibilité d'avoir cette casquette de gestionnaire ou gérant d'entreprise. Et donc, j'ai essayé d'organiser une mission par rapport à ça. Je me suis surtout aussi documenté pour savoir si notre profession n'avait pas d'incompatibilité par rapport à cela. Donc, sous réserve qu'effectivement, on prenne quand même quelques précautions en tant qu'expert comptable, nous avons la possibilité d'être désignés par nos clients, donc soit en tant que mandataire de protection et là, c'est ce qui est le plus pertinent, soit en tant que mandataire excessif, donc pour remplacer le dirigeant dans la gestion de son entreprise au quotidien, et surtout dans les plus brefs délais, parce que c'est ça le plus important. Il faut savoir que 7 entreprises sur 10 sont liquidées dans le mois qui suit le dirigeant. Ça veut dire qu'effectivement, si rien n'est prévu, on va s'orienter immédiatement vers le tribunal de commerce, et le tribunal de commerce, ou en tout cas le mandataire qui va être désigné pour gérer l'entreprise, va rapidement procéder à une liquidation judiciaire car il n'aura pas suffisamment d'informations pour reprendre les rênes de l'entreprise. Alors, ce qu'il faut préciser à ce stade, c'est que la mission du mandataire de gestion future n'est pas d'administrer l'entreprise pendant des mois, voire des années. Son but, c'est vraiment d'assurer la continuité d'activité de manière plutôt temporaire, en tant que plutôt assurer une transition. La mission que j'ai imaginée, elle se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est de recueillir les informations stratégiques de l'entreprise auprès du chef d'entreprise lui-même. Donc, lors d'un entretien, on va recueillir ces informations-là. On va ouvrir un coffre-fort numérique. Donc, on va s'appuyer notamment sur la solution proposée par Droit Quotidien, qui est une solution tout en un. Donc, le coffre-fort numérique va recueillir les informations stratégiques. On va également recueillir les volontés du dirigeant pour savoir ce que l'on va pouvoir faire de l'entreprise en son absence, donc soit en cas d'incapacité, donc effectivement, qu'est-ce qu'on va faire pendant quelques semaines, quelques mois, soit pour maintenir l'activité, soit pour fermer l'entreprise, je dirais vite et bien, et surtout pour éviter à la famille d'avoir à s'en occuper elle-même. Donc, une fois que les informations sont recueillies, une fois qu'on a les volontés du dirigeant, on va assurer un suivi de ces informations-là sous forme d'une mise à jour mensuelle. Donc, le client va recevoir un email chaque mois en lui demandant s'il a bien pensé à mettre à jour ces informations. Chaque année, on va mettre à jour le plan de continuité d'activité parce que dans le plan de continuité, par exemple, on va peut-être avoir prévu de s'appuyer sur des salariés de l'entreprise, des salariés clés. Ces salariés, évidemment, entre-temps, ont pu quitter l'entreprise, ou on a pu aussi s'appuyer sur des procédures, des logiciels, et ces logiciels, évidemment, ils vont pouvoir évoluer. Donc, l'idée, c'est de maintenir à jour ces informations-là pour qu'elles puissent être opérationnelles le jour où on en a besoin. Donc, toute cette mission, en fait, qu'on appelle du coup le mandat de gestion future, en fait, la mise en place et le suivi du mandat de gestion future, va avoir pour objectif de reprendre l'activité au pied levé, à J+1, une fois qu'effectivement on aura constaté soit l'incapacité du dirigeant, soit son décès, on va pouvoir activer le plan de continuité d'activité. Donc, soit pour, encore une fois, liquider l'entreprise vite et bien,
pour les nécessités de la succession et pour le bien-être, entre guillemets, de la famille, ou alors d'assurer une transition pendant quelques mois, le temps de trouver un repreneur, peut-être d'ailleurs le repreneur qu'on aura peut-être identifié à l'occasion de la prise de connaissance des informations, parce que c'est aussi un des objectifs du plan de continuité d'activité, hein, c'est d'identifier un ou plusieurs repreneurs. Et on va également, d'ailleurs, à l'occasion de la mise en place de cette mission, hein, j'ai oublié de le dire, on va aider le dirigeant à choisir ses mandataires parce que, évidemment, c'est quelque chose d'important. On se rend compte que bien souvent, même si on dit à nos clients de désigner quelqu'un, cette procédure elle ne va pas jusqu'au bout pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, le client a du mal à trouver les personnes de confiance pour pouvoir reprendre son entreprise ou pour pouvoir assurer ce rôle de gestion, ou alors parce qu'effectivement, les parties prenantes, donc les personnes qui sont autour de lui, ne vont pas jusqu'au bout de la procédure et ne l'aident pas forcément à prendre ses décisions. Donc là, l'idée de la mission que je propose, c'est qu'effectivement, on va être le chef d'orchestre, on va être le pilier de cette mise en place, on va pouvoir coordonner l'intervention de l'avocat en droit des affaires qui va éventuellement mettre à jour les statuts et les rendre conformes à ce qu'on veut faire. On va également mettre le client en relation avec son notaire ou un notaire dédié pour mettre en place les mandats. On va solliciter le banquier, l'assureur, le gestionnaire de patrimoine, toutes les personnes qui vont avoir un rôle à jouer dans la mise en place peut-être d'une assurance, peut-être aussi de cession préalable de titres aux enfants. Voilà, on va organiser tout ça, on va vraiment être le chef d'orchestre dans le cadre de ce mandat de gestion future. Et donc, effectivement, alors là où je vais vraiment jusqu'au bout maintenant, c'est que l'idée, c'est qu'on prenne la direction de l'entreprise en tant qu'expert comptable, parce qu'on a déjà effectivement toutes ces informations-là, qu'on aura déjà préparé la mission avec le client et qu'on aura été désigné par le client en tant que mandataire de gestion future, donc mandataire successif, pour remplacer le dirigeant dans ses fonctions de gestion courante de l'entreprise. Et on va appliquer à la lettre le plan de continuité qu'on aura décidé avec le client, avec ses volontés, donc soit de cesser l'activité, soit de la transmettre ou de la céder à un tiers. Et donc, on va organiser tout ça au cours de cette mission, donc dans le prolongement, soit de son incapacité, soit de son décès. Voilà, je pense que j'ai été assez clair sur la mission. Mélanie? Oui, tout à fait. En fait, peut-être ce qui peut être intéressant, c'est d'expliquer comment tu vois les choses, justement sur les formations que tu as déjà, donc tu as déjà formé des experts comptables sur le sujet, donc expliquer un peu comment tu vois les choses pour les experts comptables eux-mêmes, Ok. voilà, sur En la fait, manière dont... ouais, ok. Ok. Effectivement, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne pouvais pas proposer cette mission à tous les entrepreneurs, ça allait être un petit peu long. Donc, je me suis dit qu'en tant qu'expert comptable, si je pouvais moi proposer ça à mes clients, les autres pouvaient le faire eux-mêmes. Donc, désormais, je forme les experts comptables sur cette mission pour qu'ils puissent se l'approprier et la proposer eux-mêmes à leurs clients. Donc, c'est des formations d'une journée au cours de laquelle on fait effectivement des rappels sur la législation sur les mandats et sur l'organisation qui peut être mise en place d'un point de vue juridique. Et dans la deuxième partie de la journée, on les forme sur l'aspect vraiment concret de la mission, établir le plan de continuité d'activité, mettre en place le coffre-fort numérique, et puis leur expliquer un peu ce rôle de chef d'orchestre qui est inclus dans la mission. Et normalement, dès le lendemain, ils peuvent mettre en place cette mission dans leur cabinet. Ils ont tous les outils que je leur livre pendant la formation, donc tous les outils, la lettre de mission, les tableaux, les questionnaires, etc., pour pouvoir la déployer dans leur cabinet dès le lendemain. Voilà. Et donc oui, effectivement, j'ai formé déjà 120 experts comptables depuis mi-novembre. Mon ambition, c'est de former 1000 experts comptables en 5 ans. J'espère que ça va aller plus vite que ça, parce qu'en plus, je forme des cabinets aussi en intra. Donc, j'ai formé déjà 2 cabinets d'une dizaine d'associés, sachant que chacun peut vendre potentiellement une centaine de mandats. On peut aller très vite. Voilà, c'est ça l'objectif, hein, c'est de multiplier la mise en place de ces mandats dans la population des chefs d'entreprise pour préserver les patrimoines professionnels des entrepreneurs.
Donc là, sur les mois, enfin toi, après, dans la mise en place, tu as déjà signé ce genre tu as déjà vendu cette mission à des chefs d'entreprise. Et donc l'idée, c'est que tu penses voilà, accompagner à peu près 200 chefs d'entreprise. C'est ça ton objectif d'avoir, je te laisse expliquer un peu Ouais, cet aspect-là. tout à fait, tout à fait. Donc moi, comme je suis l'initiateur en fait de cette mission, je me suis donné aussi comme objectif d'avoir jusqu'à 200 mandats. Donc je peux tout à fait prendre des mandats, même pour des personnes qui ne sont pas mes clientes en tant qu'expert comptable, hein. Je dissocie vraiment mes deux activités d'ailleurs. Donc si je rencontre des notaires, des gestionnaires de patrimoine ou des assureurs notamment qui conseillent leurs clients sur ces sujets-là, effectivement, je peux être nommé comme mandataire de gestion future et mettre en place cette mission-là auprès des entrepreneurs directement. Et du coup, pour compléter un peu ce que tu dis, la problématique, enfin, ce qu'il faut avoir à l'esprit en tant qu'expert comptable, c'est qu'on peut prendre la mission de gestion future. Si malheureusement le chef d'entreprise a une difficulté, se retrouve en incapacité ou décède, le mandataire de gestion future qui est l'expert comptable ne pourra pas en même temps être mandataire social de la société et parallèlement continuer à assurer la comptabilité de cette même société. Donc ça, c'est peut-être un point que tu peux expliquer, Stéphane, voir comment tu abordes cette question-là, en fait. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment le cas, je dirais, de l'incompatibilité, entre guillemets, professionnelle, plus par rapport au conflit d'intérêts. Donc l'idée, c'est si on est expert comptable et que le client nous a désigné comme mandataire et qu'on est amené à activer le mandat, donc effectivement, en cas de capacité ou de décès du client, on se retrouve à la tête de son entreprise. Évidemment, on ne va pas pouvoir garder la mission d'expertise comptable. Donc l'idée, c'est de soit la donner à un confrère ou une consoeur, soit dans des cabinets un petit peu plus structurés, de faire en sorte qu'un des associés reprenne officiellement le dossier. Voilà, donc là, pour vraiment dissocier, pareil, donc là, c'est une chose que moi, je préconise, c'est que le client il nous a quand même confié cette mission particulière de reprendre son entreprise et de faire en sorte que tout se passe bien pour sa famille. Donc, pour moi, cette mission-là vient au-delà de la mission d'expertise comptable. C'est pour ça que je préconise qu'effectivement, on laisse la mission d'expertise comptable de côté. Maintenant, voilà, chacun s'organise comme il le souhaite. Il est tout à fait possible aussi d'imaginer que des experts comptables aient des missions croisées, c'est-à-dire que moi, je pourrais très bien prendre les missions de mandat de gestion future d'un de mes confrères et vice-versa, ce qui ferait qu'on ne serait pas dans ces cas d'incompatibilité. Je suis d'ailleurs en train de travailler avec une expert comptable sur Lyon pour mettre en place cette mission dans son cabinet où elle ne serait pas effectivement nommée comme mandataire sur ces dossiers. Combien facturez-vous le mandat de protection future? Alors, pour info, le mandat de protection future, nous, on ne le facture pas, c'est les notaires qui le facturent parce que là-dessus, on est très clair, hein. Le mandat, il faut qu'il soit notarié. C'est important parce que sinon, votre mandataire de protection future, qui peut être voilà, susceptible de vendre la boîte, il devra obligatoirement demander l'autorisation au juge des tutelles si ce n'est pas un mandat notarié. Or, on ne peut pas prendre ce temps-là. Enfin, là, c'est vraiment important de donner le plus de latitude possible aux mandataires de protection future de pouvoir signer l'acte de cession si nécessaire. Et donc, on va plutôt être sur des mandats qui sont notariés. Donc, pas des mandats contresignés par avocat, par exemple, plutôt des mandats notariés. Alors, je suis assez à l'aise parce que je suis avocate, donc on ne peut pas dire que je... Voilà. Après, les notaires, voilà. Donc, les notaires, pour info, c'est un honoraire libre. Donc, chaque notaire facture librement l'honoraire qui lui semble nécessaire compte tenu des diligences qu'il a réalisées. Mais effectivement, voilà, c'est vrai qu'on est sur un prix qui est grosso modo de ce qui est indiqué dans la conversation par Maître Malaplate, de l'ordre de 450 euros. Mais ça peut être plus. On a des notaires qui nous ont indiqué facturer plutôt 1000 euros selon toutes les personnalisations à mettre en place dans le mandat. Et c'est vrai que nous, par ailleurs, dans la mission d'accompagnement, donc dans notre programme d'accompagnement mandat de protection future, comme on a un mandat qui est généré automatiquement, on a déjà une trame de mandat assez personnalisée. Pour autant, le notaire doit quand même, voilà, on lui envoie une trame, lui, il la relie, il l'adapte, il peut encore faire du sur-mesure encore plus fin. Donc, ça peut effectivement, et c'est vrai que c'est sur les mandats de protection future de chef d'entreprise, on a généralement au moins trois rendez-vous avec le client. Donc, c'est quand même une mission qui prend du temps. C'est beaucoup plus complexe que un mandat qu'on va faire pour
une personne âgée qui souhaite anticiper, ça peut prendre plus de temps quand même, hein. Voilà. Et on a peut-être un suivi, un rendez-vous de contrôle du contenu du mandat à prévoir plus régulièrement aussi. Donc, c'est une mission qui est globalement plus importante pour un notaire que celle qu'on peut avoir classiquement, donc qui peut justifier aussi une facturation plus élevée, sachant que vous avez le droit, en tant que notaire, de facturer ce mandat de protection future à l'entreprise elle-même, puisque le mandat de protection future, quand il est signé dans l'intérêt de la continuité d'activité de l'entreprise. Donc, on a fait là-dessus une étude fiscale, il n'y a pas de difficulté, ça rentre dans les frais qui peuvent être pris en charge par la société, de même que tout ce qui va être assurantiel pour compléter, voilà, et donc de même que notre programme d'accompagnement aussi, il est facturé à la société. Voilà. Donc c'est vrai que de ce côté-là, sur le coup, c'est vraiment tenir compte de la masse de travail à faire. Y a-t-il un intérêt pour un expert comptable qui gère une entreprise depuis des années de se défaire de la mission d'expert comptable pour celle de mandataire? Donc peut-être, du coup, Stéphane, tu peux peut-être repréciser en fait cet aspect-là. Ça peut tout à fait. Alors, effectivement, je pense que si on a été nommé, c'est aussi pour des questions de confiance. Donc, si on a cette mission de mandataire, parce que là, effectivement, je pense que la personne qui pose la question se projette plutôt comme expert comptable de longue durée du client. Donc, on a une mission depuis très longtemps et le client nous fait confiance. Mais au-delà de ça, il nous fait confiance pour gérer son entreprise en son absence. Et selon moi, voilà, cette mission. Au-delà, donc si on l'accepte, c'est qu'on sait aussi qu'on sera en incompatibilité si ça arrive et que donc il faudra prendre des dispositions. Sachant que ces dispositions, elles peuvent être temporaires. Imaginons que la personne soit en incapacité, on va pendant quelques mois gérer son entreprise, on va laisser la mission d'expertise comptable de côté, la confier à un confrère, on pourrait éventuellement la reprendre au terme de cette mission et de cette intervention. Mais comme dans la plupart des cas, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en cas de décès notamment du dirigeant, il y a quand même une solution, c'est que la société va être liquidée et là, de toute façon, on va perdre la mission, ou alors l'entreprise va être cédée et il y a aussi des chances qu'on perde la mission. Donc voilà, il faut bien faire le choix, sachant qu'il faut le préciser, évidemment, on prévoit une rémunération en tant que mandataire. Donc de toute façon, on sera rémunéré en tant que mandataire. Voilà, ça c'est aussi important de préciser. Alors, du coup, pour finaliser ce webinaire, et juste pour préciser, il y a quand même des éléments à approfondir sur le sujet du droit des sociétés. Il faut savoir comment ça s'articule. Voilà, quelles modifications statutaires mettre en place, comment désigner de manière anticipée un mandataire de gestion future, donc en fait un gérant successif ou un président successif. Donc ça nécessite, et de la même manière pour le mandat à effet posthume, il y a quelques subtilités. Donc ça peut être intéressant. Nous, on fait des formations d'1h30 pour le mandat de protection future et d'une heure pour le mandat à effet posthume. Ça peut valoir le coup de faire ces formations en visio, qui sont généralement entre midi 2 le mardi et le jeudi. Et c'est vrai que pour les personnes qui ont vraiment plus envie d'investir le sujet du mandat de gestion future, et on va dire plutôt orienté expert comptable, parce que en tant qu'avocat et en tant que notaire, on peut difficilement déontologiquement prendre ces missions-là. En revanche, pour les experts comptables, effectivement, ça semble tout à fait envisageable. Et du coup, là, Stéphane Robert propose une formation qui peut se faire aussi en visio, mais qui est de 7 heures, où on va donc sur la matinée, il s'agit davantage de bien comprendre le régime juridique du mandat de protection future, du mandat à effet posthume et de la réglementation du droit des sociétés, sur lequel moi, je vais prochainement aussi intervenir dans ces formations sur ces points-là. Et par ailleurs, sur l'après-midi, c'est plus vraiment toute la mission. L'objectif, comme le disait Stéphane, c'est que dès le lendemain, les experts comptables qui ont fait la mission, ils peuvent se lancer sur cette préconisation auprès de leurs clients et proposer la mission, parce que c'est vrai que la mission d'accompagnement annuel, l'expert comptable sur la mise à jour, voilà, il peut facturer, mais entre parenthèses, les avocats aussi et les notaires, s'ils veulent, ils peuvent tout à fait envisager d'avoir une mission annuelle d'accompagnement. Voilà, donc ça peut tout à fait s'envisager en pluriprofessionnalité, expert comptable, notaire, expert comptable, avocat, notaire, vous voyez, donc c'est voilà, selon l'importance de l'entreprise, bien sûr, parce qu'on ne va pas mettre 10 personnes autour de la table si on est sur une toute petite boîte, mais sur certaines entreprises, honnêtement, sur des PME et des ETI, ça peut avoir du sens d'organiser ce travail de suivi en interprofessionnalité.
Voilà, donc on en a terminé pour ce webinaire. Je vous rappelle que nous, en fait, on a créé une plateforme qui s'appelle Alix Accompagne, qui est un programme d'accompagnement qui s'appuie notamment sur une plateforme qui permet de générer des mandats hyper personnalisés, mais aussi qui met à disposition un coffre-fort de volonté qui va permettre de compléter le contenu du mandat de protection future. On est là aussi avec une hotline de juristes pour aider les gens sur le sujet du droit de la protection. On en a terminé sur ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre présence.